Très respectable grand maître, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux d'avoir été choisi pour présider ce dîner prestigieux. Ça m'a beaucoup étonné d'être invité pour ce faire, et je vous prierai d'abord d'excuser mon retard qui est dû au train, comme ça a été dit. Pierre Dac avait l'habitude de dire « Au train où vont les choses où vont les trains vont bientôt cesser d'être des gares ». Il avait raison, mais ce propos suppose une condition qui est que les trains aillent. Or, ça n'est pas toujours le cas. Bon. J'ai compris que le sujet général de la soirée, c'est le futur. Et j'en parlerai peu, seulement pour dire que voilà, je fais partie d'une génération qui a été adolescente dans les années 70 du siècle précédent. Et c'est une période où on parlait aux adolescents de l'an 2000 quasiment tous les jours. On nous expliquait comment on allait voyager, travailler, se nourrir en l'an 2000. Et c'était évidemment pour nous une source d'intérêt. On pouvait tracer une trajectoire personnelle qui reliait le présent où nous étions à ce futur qui était configuré à l'avance. Certains d'entre nous d'ailleurs étaient pressés de vieillir, impatients de connaître cet an 2000 qui leur était présenté. Aujourd'hui, les adolescents n'entendent plus de perspectives de cet ordre. 2050 n'est pas configuré, 2100 encore moins. Et j'imagine que le fait que le futur soit aujourd'hui laissé en jachère intellectuelle peut être pour eux une source d'angoisse. Et donc, il m'apparaît important que nous menions, non pas une prédiction, mais que nous donnions une perspective aux jeunes générations en discutant de ce que nous voulons, de ce que nous savons et de ce que nous sommes en train d'apprendre au travers des crises, notamment sanitaires, que nous traversons. Ce qui veut dire qu'il faut donner à la connaissance, qui n'est pas forcément la vérité, j'y reviendrai, mais un statut particulier. Si on ne tient pas compte de ce que nous savons, on risque de faire des projections qui seront démenties par la suite de l'histoire et pourraient nous conduire à des situations très dangereuses. Alors, je vais donc parler du statut de la vérité, et comme ça vient d'être rappelé, l'expression « le goût du vrai » est une expression qu'on trouve dans un livre de Nietzsche, publié en 1878, qui s'appelle « Le goût du vrai ». Pardon, ça s'appelle « Humain trop humain », dans lequel il y a un chapitre qui s'intitule « L'avenir de la science ». C'est un chapitre très court, il fait moins d'une page, et Nietzsche explique qu'en fait, la science donne beaucoup plus de plaisir à ceux qui la font, donc aux chercheurs, qu'à ceux qui l'apprennent. Il donne l'exemple de la table d'addition qu'on apprend par cœur, 1 + 3 = 4, etc., sans que ça nous apporte de grandes joies intellectuelles. Et le fait de l'apprendre de cette façon masque l'effort intellectuel, le saut quantique qui a été effectué par ceux qui ont compris qu'on pouvait ajouter les unes aux autres non seulement des choses identiques, mais des nombres. Qui ont compris donc qu'on pouvait abstraire l'idée d'addition de l'idée de chose. Et pour autant qu'on puisse le savoir, ce saut quantique a été fait par des Babyloniens, il y a 5 millénaires avant Jésus-Christ. Ils comptaient les troupeaux, l'effectif des troupeaux de vaches avec certains symboles, une certaine numération, et ils comptaient les troupeaux de moutons avec d'autres symboles. Et puis un jour, quelqu'un, un génie sans doute, dont le nom n'est pas resté, a dit « Mais qu'on compte des vaches ou des moutons, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'on compte. » Et ce monsieur, ou cette dame, a abstrait l'idée d'addition de l'idée de chose. Et cette fulgurance, ce saut dans l'abstraction, est complètement oublié quand on apprend la table d'addition par cœur, comme si elle allait de soi. Et dans la suite de ce chapitre, Nietzsche dit « Le goût du vrai va disparaître à mesure que la vérité garantira moins de plaisir. » Et la question posée, c'est est-ce que ce qu'il a dit là relevait d'une prédiction qui s'est par la suite vérifiée et qui serait par exemple en train de s'actualiser? Alors en fait, avant la crise sanitaire, on voyait bien que le statut de la vérité dans nos sociétés postmodernes était ambivalent. Ça a notamment été analysé par un
un philosophe anglais qui s'appelle Bernard Williams, qui est mort aujourd'hui, mais qui en 2006 a publié un livre traduit en français sous le titre « Véracité et vérité ». Et ce qu'il montre dans ce livre très convaincant, c'est que nos sociétés postmodernes, dans lesquelles il n'y a plus de grands récits structurants, dans lesquelles l'idée de progrès est malmenée, et bien dans ces sociétés, il y a deux courants de pensée contradictoires qui circulent, qui normalement, puisqu'ils sont contradictoires, devraient s'annuler mutuellement, ou du moins se combattre, mais qui, par un effet mécanique pervers, se renforcent mutuellement. Le premier courant de pensée dont il parle, c'est ce qu'il appelle le désir de véracité. Nos sociétés sont éduquées, informées, et chacun veut pouvoir croire ce qui est dit sans être trompé, sans être dupé par les discours officiels. Donc le désir de véracité, dit-il, c'est le souci de ne pas être dupe des discours que nous entendons, institutionnels, médiatiques, politiques ou autres. Et évidemment, dans une démocratie, ce désir de véracité est parfaitement sain, même si dans ses formes radicales, il peut déboucher sur ce qu'on appelle des théories du complot. Normalement, ce désir de véracité devrait servir l'idée de vérité. Eh bien non, puisque comme le montre Bernard Williams, le désir de véracité enclenche dans la société un processus critique généralisé qui vient défaire l'idée qu'il y aurait des vérités assurées. Et donc on arrive à ce paradoxe qui est que le désir de véracité aboutit à un déni de vérité. Avec l'idée qu'à chaque fois qu'on tombe sur une vérité, on se pose la question de savoir si elle ne serait pas contextuelle, culturelle, éphémère, instrumentalisée, factice, relative, etc. Et donc ce désir de véracité fait que la vérité est malmenée dans nos sociétés contemporaines. Alors, ce phénomène qui est connu depuis quelques années est renforcé par le numérique. Ça a été un peu dit tout à l'heure. Chacun d'entre nous a pu observer, notamment pendant le confinement, qu'en quelques clics, chacun d'entre nous peut fabriquer ce que j'appellerais son chez-soi idéologique. C'est-à-dire une communauté numérique rassemblant des personnes qui pensent les mêmes choses, qui croient les mêmes choses. Ce qui a toujours été vrai, parce que notre cerveau n'aime pas être contredit. Avant, quand on était de gauche, on ne lisait pas le Figaro. Quand on était de droite, on n'aimait pas lire Libération, parce qu'on n'aime pas être contredit dans les lectures des journaux par rapport à la lecture que nous faisons de l'actualité. Mais avec le numérique, cette tendance-là est amplifiée. On ne peut pas gérer toutes les informations en même temps, il y en a trop. Les mêmes canaux de communication font circuler des connaissances, des croyances, des commentaires, des opinions, des fake news. Et nous ne pouvons pas faire la distinction entre ces différents éléments, de sorte que notre cerveau a tendance à déclarer vraies les idées qu'il aime, tout en proclamant aimer la vérité. Et se créent ainsi ce que Tocqueville aurait appelé des petites sociétés qui rassemblent des clans de personnes qui sont d'accord entre elles, qui ne sont jamais soumises à des principes de contradiction et qui défendent dans ces communautés des valeurs qui, pour eux, sont plus importantes que les valeurs du contrat social. Et Tocqueville, dans La démocratie en Amérique, disait que les petites sociétés pour la démocratie sont plus dangereuses que les salons mondains, parce que dans les salons mondains, on discute, on se dispute, on argumente, et dans les petites sociétés, non. Et on peut se demander aujourd'hui si le fait que les jeunes aujourd'hui soient plus connectés que la moyenne de la population, et qu'ils soient en moyenne également plus militants pour des causes particulières que la majorité de la population, n'explique pas pourquoi ils sont moins mobilisés lors des élections que la moyenne de la population. Autrement dit, plus on est militant, moins on vote. Parce que les valeurs qu'on défend sont plus importantes que les valeurs du contrat social. Ensuite, pendant la crise, on a vu dans la mise en scène médiatique, disons, de la science et de la recherche, une très grande confusion par laquelle on a fait comme si la science et la recherche étaient la même chose. Or, la science et la recherche, même si elles ne sont pas étrangères l'une à l'autre, sont quand même deux choses très différentes. La science, les sciences, c'est un corpus de connaissances qui correspondent aux bonnes réponses à des questions bien posées.
Ce ne sont pas des vérités absolues, elles peuvent être remaniées, mais pour les contester, il faut disposer d'arguments scientifiques. Vous avez le droit de dire que la Terre n'est pas ronde, mais pour pouvoir le dire, il vous faut des arguments qui permettent de contester cette vérité scientifique, car c'en est une, disant que la Terre est ronde. Simplement, ce corpus de connaissances qu'est la science, il est par construction et par nature incomplet. Et donc il pose des questions dont nous ne connaissons pas les réponses. Nous savons, nous les physiciens, que l'atome existe, nous savons de quelles particules il est constitué, mais des questions restent posées, par exemple sur le neutrino. Est-ce que le neutrino est identique à son antiparticule? On n'en sait rien. Donc on fait des recherches. Est-ce qu'il existe une vie extraterrestre? On n'en sait rien. Donc on fait des recherches. Est-ce qu'il existe de la matière noire? On n'en sait rien. Donc on fait des recherches. Je donne ces exemples pour que vous compreniez que le moteur de la recherche, c'est le doute, qui est en même temps son combustible, puisqu'à mesure que les résultats sont obtenus, le doute vient coloniser d'autres questions. Mais quand, comme on l'a fait pendant ces derniers mois, on confond la science et la recherche, alors l'idée de doute, qui est consubstantielle à la recherche, vient coloniser l'idée même de science. Et on aboutit à cette phrase absurde: la science, c'est le doute. Mais si la science, c'est le doute, et si en plus je vois des experts s'affronter sur les plateaux de télévision, pourquoi moi, avec mes croyances, mes connaissances, mon ressenti, mon bon sens, mes préjugés, je ne pourrais pas répandre orbi et tourbi ce qu'il faut penser de tel ou tel sujet qui semble faire controverse pour les experts. Et c'est ainsi qu'on a abouti à la très grande confusion qui règne aujourd'hui, qui fait que, par exemple en France, et ça a été montré par une enquête qui vient d'être publiée par le Conseil économique et social, la France est le pays d'Europe dans lequel le crédit de la parole des scientifiques s'est effondré de 20%, alors que dans d'autres pays comme l'Allemagne, il a plutôt monté. Alors il y a sans doute beaucoup d'explications à ce phénomène, mais la plus importante, à mon avis, tient au fait qu'en France, on a personnalisé la parole scientifique. On a fait croire que la science est une affaire de personnalité. Monsieur Bidule, Madame Machin, en oubliant que c'était une démarche collective. Normalement, un scientifique qui parle à la télévision devrait dire « nous savons que ». Nous, c'est pas moi, monsieur Machin, c'est « nous savons que », nous avons discuté, travaillé, et nous avons établi des connaissances que nous pouvons vous livrer. Qu'elles soient dites par monsieur Untel ou madame Untel n'a aucune importance. C'est nous, la communauté scientifique, qui a obtenu des résultats qui correspondent à un petit bout du réel qui s'est exprimé. Et puis la suite de la phrase devrait être « et nous nous demandons si ». Voilà les questions que nous nous posons. Donc cette structure de la phrase, que je cite en exemple, ferait la démarcation que je viens d'évoquer entre la science et la recherche, entre ce qui est su et ce qui est questionné. En plus, on a vu se manifester des biais cognitifs qui étaient bien connus avant la crise, mais qui là se sont fait voir de façon très, très manifeste. Bon, le plus classique, il a un nom un peu pédant, je m'en excuse, c'est ce qu'on appelle l'ultracrépidarianisme. Ça vient d'un dicton latin. Il suffit de lire Pline l'Ancien, donc historien du 1er siècle après Jésus-Christ, rend visite à un grand peintre de l'époque qui s'appelait Apelle, et il se fait accompagner par son cordonnier. Dans l'atelier de l'artiste, il y a des grands tableaux qui représentent des personnages, et le cordonnier remarque que les sandales des personnages peints par Apelle ne sont pas correctes. C'était avant le surréalisme, donc on voulait que les sandales représentées ressemblent aux vraies sandales. Donc il en fait la remarque à Apelle, et il est très surpris de voir que Apelle tient compte de ses critiques et corrige son tableau. Enhardi, il se met à critiquer la tunique des personnages. Et là, Apelle dit non, le cordonnier doit s'arrêter au rebord de la sandale. Ce qui se dit en latin sutor ne supra crepidam, ce qui donne le crépidarianisme, c'est-à-dire je ne parle que de ce que je connais. Et l'ultra-crépidarianisme, c'est je parle avec assurance de choses que je ne connais pas, ce qui est une très bonne chose.
On m'a accusé, moi, d'être un élitiste qui mettait en avant ce terme pour critiquer ceux qui s'expriment à tort et à travers. Pas du tout. Le lien social suppose que lorsque nous rencontrons nos amis au café, nous parlions de tous les sujets et pas seulement des sujets pour lesquels nous avons passé une thèse de doctorat. Donc le lien social suppose que nous pratiquions l'ultra-crépitarianisme. Sauf que, quand c'est de la science, pire, quand c'est de la recherche, c'est-à-dire quand il s'agit de questions dont personne ne connaît la réponse, évidemment pas les scientifiques, mais pas non plus les autres, il vaut mieux la fermer. Enfin, il vaut mieux dire je ne sais pas, personne ne sait, etc. Bref, il ne faut pas faire semblant de savoir. Et je ne vais pas donner l'exemple, mais vous voyez que ce biais cognitif, comme on l'appelle, il a été très vivace pendant l'épidémie. Il y en a un autre que j'aime beaucoup, il a aussi un nom un peu pédant, je m'en excuse encore, c'est ce qu'on appelle l'ipsédixitisme. En latin, ipse dixit, c'est lui, ipse c'est le maître, lui-même l'a dit. Donc c'est un dicton du Moyen-Âge. Le maître à l'époque, c'était Aristote. Donc on voulait dire, Aristote, le maître, l'a dit, il fait autorité, donc ça n'est pas la peine de discuter. Dans sa version dégradée, l'ipsédixitisme, c'est ce qu'on appelle l'effet gourou. Je ne vais pas non plus donner de nom, mais il suffit d'imaginer un personnage qu'on choisit comme référence, et quoi qu'il dise, on adhère à son propos, même s'il est son plus grand contradicteur. Dans une version encore plus dégradée, l'ipsédixitisme, c'est « je l'ai lu ou je l'ai entendu quelque part, donc c'est vrai ». Okay. Enfin, il y a eu un troisième, alors ça c'est ma note d'espoir, hein, un biais cognitif dont on a vu se déployer en temps réel la dynamique propre. C'est ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger, du nom de deux psychologues américains, Dunning et Kruger, qui à la fin du 19e siècle, non, pardon, du 20e siècle, ont publié un article dans lequel ils étudient la dynamique temporelle de l'effet qui porte leur nom. En fait, l'idée de faire cette étude leur est venue après qu'ils ont lu dans un article de journal un fait divers racontant qu'un jeune homme avait lu quelque part que lorsqu'on s'enduit le visage avec du jus de citron, on devient invisible pour les caméras de surveillance. Il a donc eu une idée géniale. Il s'est enduit le visage avec du jus de citron, il a fait un hold-up et il a été arrêté grâce aux caméras de surveillance. Et Dunning et Kruger se sont demandé, mais comment est-ce qu'on peut être aussi stupide? Ils ont fait une grande enquête, notamment dans les entreprises, et ont montré que, et c'est cet effet-là qui porte leur nom, pour se rendre compte qu'on est compétent, pour se rendre compte qu'on est incompétent, il faut devenir compétent. Et donc quand un nouveau problème survient, on a l'impression que ce problème ressemble à des problèmes déjà traités, donc on fait preuve d'arrogance. Souvenez-vous, en mars et avril 2020, tous ces tweets de personnalités, parfois politiques, pas vous, Madame la Ministre, qui commençaient tous par la même phrase « Je ne suis pas médecin, mais je… ». Donc, je ne suis pas médecin, c'était honnête. En médecine, je n'y connais rien. Mais ensuite, il délivrait une ordonnance expliquant ce qu'il fallait penser de tel ou tel traitement, de tel ou tel médicament, de telle ou telle mesure prise par le gouvernement. Donc une espèce d'arrogance adossée à une incompétence maximale. Et peu à peu, chacun a compris que cette affaire était diablement compliquée, que ce problème était inédit, et donc chacun a pu apprendre des choses et du coup a augmenté ses compétences tout en abaissant son arrogance. Voilà. Et aujourd'hui, on est un peu dans cette situation. Plus personne n'écrit de tweet « Je ne suis pas médecin, mais je ». Tout le monde a compris que c'était une affaire très compliquée, de sorte que l'arrogance se trouve aujourd'hui confinée dans des sites spécialement dessinés pour lui prêter main forte. Je pense aux sites complotistes. Et donc, il faut réfléchir à cette leçon qui nous a été donnée par la pandémie. On avait une occasion historique, à mes yeux, de faire de la pédagogie scientifique à grande échelle.
Et d'ailleurs, on l'a fait. Il y a eu une conférence de presse le 20 mars 2020, le 28 mars 2020, avec le Premier ministre, le ministre de la Santé, des chercheurs en médecine, qui pendant 2h30 ont expliqué ce qu'ils savaient et ce qu'ils ne savaient pas, en étant extrêmement pédagogues. Et on avait donc l'occasion d'expliquer en temps réel ce qu'est un essai en double aveugle s'agissant d'un traitement, ce qu'est un essai randomisé, pourquoi il ne faut pas confondre coïncidence, corrélation et causalité. D'accord ? C'est pas parce qu'il y a des grenouilles après la pluie qu'on peut dire qu'il a plu des grenouilles. On aurait pu aussi expliquer ce qu'est une exponentielle. Qu'est-ce que c'est qu'une exponentielle ? Ça n'a jamais été expliqué. J'ai entendu l'autre jour un journaliste dire que l'exponentielle allait bientôt atteindre son point d'inflexion. Quand on parle d'un virus, d'un vaccin ou d'un test efficace à 95%, que veut dire le 95%? Ça n'est jamais expliqué. Et donc, pourquoi ne pas utiliser l'actualité pour faire de la pédagogie? Pourquoi, lorsqu'on présente les informations, on n'intercale pas dans la distillation des informations quelques petites leçons de pédagogie? On me dira, c'est trop compliqué. Ça n'est pas vrai. Angela Merkel, que j'ai pu voir dans une conférence de presse quand j'étais en Allemagne à la télévision, a fait un cours de 10 minutes aux Allemands de tout niveau scolaire sur l'exponentielle. Et elle n'a pas mis en scène tel ou tel médecin particulier. Elle disait dans ses interventions, les scientifiques m'ont dit. Les scientifiques m'ont dit. Donc, pour conclure, je dirais que personnellement, j'ai confiance dans la science. Je n'ai aucune confiance dans les scientifiques. Voilà. Les scientifiques ne sont pas des gens qui sont extraits de la condition humaine. On leur demanderait, on attend d'eux qu'ils soient objectifs, qu'ils ne se trompent jamais, qu'ils ne subissent aucune influence, qu'ils ne soient pas intéressés. Mais non, ils sont comme tout le monde. La seule chose qu'on demande aux scientifiques, c'est d'être honnêtes dans un sens très particulier. Quand ils se posent une question, qu'ils font des recherches, ils obtiennent des résultats. Et la seule honnêteté qu'on leur demande, c'est de présenter leurs résultats à d'autres scientifiques qui s'intéressent à des questions semblables et travaillent sur des sujets voisins. C'est tout. Et une fois que ces discussions ont eu lieu et ont produit des résultats, alors on peut les publier. Mais mettre ces résultats sur Twitter en bypassant cette étape décisive, à mon avis, c'est ça qui crée la confusion dans laquelle nous sommes. Et donc ma leçon pour le futur, c'est que nous apprenions à tenir compte de ce que nous savons, notamment de ce que nous disent les climatologues, dans notre façon de donner des perspectives au futur. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon appétit.